Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je représente le Haut Conseil pour le climat, qui est une institution beaucoup plus jeune que le CITEPA, mais avec qui on a déjà une collaboration extrêmement riche. Donc, je suis aussi là pour témoigner de cette collaboration. Non, mais on en a fait des usages. Et je vais donc vous donner une vision des conditions de la transition à travers cette expérience jeune, hein, on a 2 ans, et à travers le prisme des politiques publiques, puisque c'est notre objet. Et vous allez voir ce témoignage de la collaboration avec le CITEPA, parce que bon nombre de mes graphiques sont les données produites par le CITEPA qui forment le socle du diagnostic sur les évolutions des émissions de gaz à effet de serre de la France. Donc le Haut Conseil pour le climat, c'est un organisme indépendant qui a été créé fin 2018, qui est présidé par Corinne Lequéré, et qui a pour vocation d'apporter un éclairage indépendant sur la politique du gouvernement en matière de climat et ses impacts socio-économiques et environnementaux. On est chargé d'émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France, en cohérence avec ses engagements internationaux, et en particulier l'accord de Paris, et l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Donc plus précisément, tous les 5 ans... Non, un peu là. Tous les 5 ans, on rend un avis sur la stratégie nationale bas carbone de la France. Aïe, j'ai un souci, excusez-moi. Et sur les budgets carbone qu'elle définit. Et tous les ans, on a un rapport annuel qui donne un avis sur le respect de la trajectoire de baisse des émissions de gaz à effet de serre, sur la mise en œuvre et l'efficacité des politiques et mesures décidées par l'État et les collectivités locales pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, développer les puits de carbone, réduire l'empreinte carbone. Et depuis cette année, on a aussi intégré la question de l'adaptation au changement climatique. Nos rapports sont remis au Premier ministre, qui le transmet au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Et 6 mois après nos rapports, le gouvernement doit normalement répondre devant le Parlement et le CESE. Et donc, en plus des rapports annuels, on peut être saisi par... Oui, mais c'est dans mes notes. Une petite gestion des notes, ne vous inquiétez pas. Et donc, en plus du rapport annuel, on peut être saisi par le gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, ou à notre propre initiative sur des questions spécifiques. Donc, ces 2 dernières années, on a dû produire, je crois, 13 rapports, dont un sur l'empreinte carbone de la France, que je ne manquerai pas de transmettre à notre orateur précédent, où vous avez lu, j'imagine. Donc voilà. Et notre rapport de cette année, qui a été publié en juin, hein, qui s'intitule « Renforcer l'atténuation, engager l'adaptation », il part, comme toutes les années, par un diagnostic des émissions et du respect ou non de la trajectoire qu'on s'est fixée dans la stratégie nationale bas carbone. Donc ce qu'on a pu voir, hein, c'est que le rythme de baisse des émissions françaises territoriales de gaz à effet de serre s'est légèrement accentué en 2019, avec une diminution d'à peu près 1,9% par rapport à 2018. En 2020, une année très particulière, hein, sous le signe de la crise du Covid, on a donc eu une baisse de 9% des émissions françaises, comme on le disait en entrée, principalement attribuable aux mesures de confinement. Et donc cette diminution, elle est temporaire et elle ne reflète pas des changements structurels durables, et les émissions vont repartir à la hausse, enfin sont reparties à la hausse. Le rythme annuel de baisse des émissions devra pratiquement doubler pour atteindre au moins 3% dès 2021 et 3,3% sur la période du 3e budget carbone.
Ça, tout en anticipant probablement le besoin d'aller encore plus vite, en anticipant le rehaussement de l'ambition par rapport au rehaussement de l'objectif européen. Donc là, les émissions maintenant par secteur, des progrès ont été réalisés, dont certains sont d'ordre structurel, dans le secteur des bâtiments, en rouge ici, de l'industrie, en violet, et de la transformation d'énergie en orange, mais ces progrès vont devoir s'accélérer. Donc pour ces secteurs, on constate ces dernières années pour les bâtiments un recours accru à des énergies bas carbone pour le chauffage, et les tendances sur le bâtiment doivent maintenant viser plus directement des rénovations complètes pour atteindre un niveau de basse consommation sur l'ensemble du parc. Pour l'industrie, on note une amélioration de l'efficacité des processus, qui est à soutenir par des mécanismes incitatifs et des aides à l'innovation, particulièrement à la fin des investissements du plan de relance, parce qu'on est bien sur des transformations qui, sur plusieurs années, voire des décennies, qu'il s'agit d'enclencher et de renforcer. Pour l'énergie, c'est une sortie du charbon qui explique les tendances à la baisse toutes récentes. Mais on note assez peu d'ambition de décarbonation de ce secteur dans la stratégie nationale bas carbone 2, qui pourrait être revue dans la réflexion qui est maintenant en cours sur la stratégie nationale bas carbone 3. Le secteur des transports, lui, c'est le premier secteur émetteur en France. Il voit ses émissions stagner avant 2020. Principalement à cause de l'augmentation de la demande de transport. Les distances parcourues continuent à s'allonger et l'absence de report modal au bénéfice, qui n'a pas lieu, au bénéfice du rail, notamment sur les marchandises, comme c'était envisagé dans la stratégie. Alors en 2020, l'entrée en vigueur de nouvelles normes d'émissions a poussé la part de marché des véhicules électrifiés à 11%. Une avancée qui est à accompagner pour les prochaines années. Et la pandémie qu'on a connue sur le secteur des transports porte des risques importants, mais sans doute aussi des opportunités de transformation. On voit en sortie de crise maintenant une préférence pour la voiture à cause de préoccupations sanitaires et qui rend plus difficile un report vers les transports en commun. Mais de l'autre côté, on voit un engouement pour le vélo qu'on peut encore amplifier et pérenniser, notamment dans les villes et les banlieues. Le télétravail a un effet un petit peu moins clair à cause des risques de rebond possibles, c'est-à-dire finalement de choix de s'éloigner encore plus de son lieu de travail dû à la possibilité de télétravailler certains jours par semaine. Et bien sûr, un autre des enjeux dans le secteur des transports, c'est d'accélérer le renouvellement du parc automobile pour sortir les véhicules les plus polluants le plus rapidement possible. Pour l'agriculture, les émissions ne diminuent que lentement. Dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, la vitesse de décarbonation demandée à ce secteur est faible et nettement inférieure à celle des autres secteurs. Et enfin, sur les puits nets de carbone, ils sont significativement plus faibles que ceux qui avaient été retenus dans le scénario de la stratégie nationale bas carbone. Les forêts, prairies et l'artificialisation des sols qui se poursuit sont responsables d'un stockage net de carbone plus faible qu'anticipé dans la trajectoire. Dans le rapport de cette année, c'est aussi la première fois où nous avons analysé les tendances en émissions par région. La plupart des régions de France ont vu leurs émissions diminuer sur la période 2015-2018, parfois de manière significative, en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes. Et si on regarde maintenant par secteur, les émissions des transports sont globalement à la hausse, sauf en Île-de-France, et celles des bâtiments globalement à la baisse, et en particulier dans la région Centre-Val-de-Loire. Donc finalement, les succès dans certains secteurs et dans certaines régions sont à analyser plus finement pour pouvoir les répliquer.
Finalement, pour atteindre cet objectif ambitieux de neutralité sur l'ensemble des gaz à effet de serre, tous les secteurs sont concernés. Il s'agit de transformations structurelles qui sont à la fois rapides et soutenues dans le temps. Donc, c'est des transitions qui sont compliquées, il faut le reconnaître. Et finalement, le diagnostic qu'on peut sur les politiques publiques qui enclenchent et accompagnent ces transformations. Aujourd'hui, on a un pilotage et un suivi des politiques qui s'est amélioré, mais qui est encore perfectible. Notamment les indicateurs, les indicateurs de suivi de l'ensemble des politiques. Alors à ce titre-là, une des choses qu'on avait recommandées dans nos premiers rapports, qui était l'élaboration de plans d'action par ministère, qui commence à se mettre en place, c'est une avancée qui est positive. 3 ministères ont mis en place des plans d'action. Donc il reste les autres ministères. Sur l'aspect évaluation des lois au regard du climat, la situation a assez peu évolué. Les études d'impact restent insuffisantes et les grandes orientations, les grandes lois d'orientation, notamment la loi d'orientation sur les transports, n'a toujours pas bénéficié de l'évaluation prévue un an après leur entrée en vigueur. Oups. Par contre, on note que sur le suivi du plan de relance, il y a un véritable effort de transparence qui est fait avec des indicateurs qui sont renseignés, qui sont publics. S'agissant des sujets qui sont propres au climat, pour le suivi du plan de relance, seul un tiers des mesures significatives bénéficient de ce suivi cependant. Et en particulier, les mesures liées au transport et à l'agriculture y échappent, en dépit de l'importance de ces secteurs-là et des difficultés rencontrées pour réduire les émissions. On a toujours dans le suivi et la mise en œuvre des politiques et mesures au regard de la stratégie nationale bas carbone. On a finalement regardé les 22 grandes orientations sectorielles de la stratégie nationale bas carbone. Donc là, je vous donnais l'exemple de 4 d'entre elles sur le secteur des bâtiments et évaluer à quel point les politiques publiques qui étaient en place actuellement étaient à même de nous amener, de nous aligner en fait avec ces orientations de la SNBC. Donc l'évaluation qu'on a menée nous amène à dire qu'il y a une des orientations qui voit ses objectifs très probablement atteints, qu'il y en a 12 pour lesquels il y a des incertitudes non négligeables sur soit la possibilité d'implémenter les politiques prévues, soit sur le niveau de baisse des émissions qu'elles peuvent véritablement induire. Et puis, 6 orientations n'ont finalement pas de politique ou mesures mises en face pour l'instant. Et sur 3 orientations, on n'était pas à même de faire l'analyse. Un autre élément important dans finalement les conditions de réussite de ces transformations radicales et majeures dont on parle, c'est la prise en compte de la question de la justice, d'une transition juste, dans les multiples dimensions de ce qu'est une transition juste et dans les multiples acceptions pour les différents acteurs de cette transition, avec finalement 2 grands axes, la question de la participation à l'élaboration des stratégies, à la mise en place des politiques, et puis la question des inégalités et des effets distributifs des politiques elles-mêmes. Donc là, c'est un graphique qui est extrait du rapport de l'année dernière sur lequel on avait mis l'accent particulier sur la question de la transition juste et qui montrait les inégalités en termes d'empreinte carbone par décile de niveau de vie des ménages français.
Et finalement, nouveauté pour nous cette année, la question de l'adaptation. Il ne faut bien sûr pas oublier que ces transformations dont on parle pour atteindre la neutralité carbone, elles se font aussi dans un monde où il y a un changement climatique qui est déjà visible, qui a déjà des impacts. Les conditions climatiques, elles sortent des plages de variabilité naturelle avec des impacts qui sont croissants, qui touchent nos conditions de vie et de travail, notre santé, les niveaux de vie et le bien-être. 2/3 de la population française est déjà fortement ou très fortement exposée au risque climatique, et on sait que ce risque va augmenter du fait des émissions qui se sont déjà accumulées dans l'atmosphère et des émissions qui vont avoir lieu, même si les émissions à l'échelle mondiale pouvaient être diminuées, elles ne vont pas être mises à zéro demain. Donc on sait que la tendance à la poursuite du réchauffement climatique va se poursuivre, et il s'agit de mettre en œuvre l'adaptation pour limiter les impacts négatifs d'un climat qui change. Donc l'adaptation repose sur une gamme de réponses qui vont d'ajustements marginaux ou incrémentaux, par exemple dans l'agriculture, changer les dates de semis, à des adaptations systémiques, toujours dans l'agriculture, par exemple modifier les variétés, ou des changements vraiment structurels, concevoir des nouveaux systèmes agricoles. Pour mettre en œuvre cette adaptation, les impacts doivent être identifiés à l'échelle locale avec des outils qui sont robustes et fiables. Les secteurs prioritaires doivent être identifiés avec l'ensemble des parties prenantes et des territoires. L'adaptation, finalement, elle fait l'objet de beaucoup de textes internationaux et d'un plan à l'échelle française aussi. Il nous manque néanmoins une stratégie nationale d'adaptation élaborée au même titre que la stratégie nationale bas carbone, avec des éléments temporels, des objectifs précis, quantifiés, situés dans le temps, pour qu'on puisse le suivre et avoir une mise en œuvre de l'adaptation, sachant que c'est une préoccupation importante. Dans les sondages, 80% des Français pensent que leur territoire sera obligé de prendre des mesures importantes pour s'adapter aux nouvelles conditions climatiques, sur quoi ils ont probablement raison. Pour que donc l'adaptation, c'est surtout à l'échelle locale, mais bien sûr, l'État doit pleinement jouer son rôle dans le pilotage stratégique et l'accompagnement des actions d'adaptation. Et pour que la transition soit juste, les mesures d'adaptation ne doivent pas exacerber des vulnérabilités préexistantes. Et donc, je vais conclure sur les 5 grandes recommandations, les conclusions finalement du rapport de cette année, sachant qu'il y a aussi 37 recommandations plus spécifiques et plus détaillées si vous voulez lire le rapport, qui est bien sûr public. Tous nos rapports sont publics sur le site du Haut Conseil. Donc ici, il s'agit de clarifier des politiques publiques qui sont encore peu lisibles. Les mesures en place et les calendriers de décarbonation actuels orientent insuffisamment les investissements, faute de perspectives claires et stables à moyen et long terme, et d'horizons temporels qui sont parfois trop éloignés. Améliorer les processus d'évaluation et de suivi des politiques publiques, qui permettrait de disposer de retours d'expérience rapides et d'accélérer les progrès. Finaliser au plus vite les stratégies locales et les faire converger vers les objectifs nationaux, car les documents de planification locale, notamment ou régionale, permettent à l'ensemble des acteurs de s'approprier les enjeux. Pérenniser les aides et investissements inscrits au sein des plans de relance qui sont sur une durée courte aux enjeux des changements structurels et des transformations dont il s'agit pour atteindre la neutralité carbone. Et puis intégrer systématiquement l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques aux échelons nationaux et territoriaux,
Donc on sait, hein, les impacts du climat se font déjà sentir, vont s'accentuer. Il faut donc se préparer en élaborant une stratégie nationale d'adaptation qui soit cohérente avec la stratégie nationale bas carbone et qui pose des objectifs quantifiés et précis. Je vous remercie pour votre attention.